What do Catherine Deneuve, Guillaume Depardieu, and Herman Melville have in common? The answer is Paula X, the new film by the young but already legendary filmmaker Léos Carax. Inspired by the novel Pierre or the Ambiguities, the movie charts a young writer's romantic quest for truth itself. Lead actor Guillaume Depardieu and director Léos Carax talk to Canapé about their contemporary version of Melville. Paula X, c'est le premier film que j'adapte d'un roman. C'est le roman que Melville a écrit juste après Moby Dick, qui s'appelle Pierre ou les ambiguïtés, sur un jeune homme beau, riche, en pleine santé, qui vit avec sa mère dans un château, qui est fiancé à une belle jeune fille, et qui a tout mais qui n'a pas d'expérience. Vous êtes très beau aujourd'hui, mon frère. C'est l'amour. Je vous aime. Oui, mais si j'étais né difforme. Non, arrête. Arrête. Non, arrête. Arrête. Oui, allô? Allô? C'était quoi? Je ne sais pas. Personne. Un souffle. Ça arrive. Ça t'inquiète? Ça s'est passé plusieurs fois ces dernières semaines. Tu m'avais pas dit? Sans doute. Un de tes 1001 prétendants? Un lâche. J'aime pas ça. Je me dis, si je fais un film, ça sera Paula X, ça sera Pierre ou les ambiguïtés. Mais par contre, je me disais, je ne trouverai jamais Pierre et je ne trouverai jamais Isabelle, la sœur. Et le film est devenu possible d'abord quand j'ai croisé le visage de l'actrice Katerina Golubeва sur un écran, 20 secondes d'un profil sur un écran, muet. Et après, il me restait à trouver Pierre et pareil, je me suis dit, je ne vais jamais... Jusqu'au moment où j'ai rencontré Guillaume qui m'a semblé être né pour jouer ça. Il avait la beauté, une sorte de jeune Hamlet, il a la part féminine, puisque Pierre ou Isabelle, finalement, c'est la même chose. Et puis l'histoire de famille, il connaît. Il a dû se dire que je pouvais faire ça. En tout cas, j'avais le vécu nécessaire à pouvoir interpréter ce personnage. En plus, je pouvais me permettre de lui apporter du matériel humain de par mon expérience. 我愿抛弃彩霞，跟他去风摇，眼看着那粉红的笑脸和那美丽金边的衣裳，我愿做只小羊。 跟在他身旁，愿跟那个细细的皮鞭不断轻轻打在我身上。J'ai mis beaucoup moi-même dans l'interprétation de ce personnage, donc que ce soit dans le niveau poli et civilisé, mais pas dupe, pas forcément naïf, et en même temps dans une espèce de perdition, d'autodestruction et de noyade, une forme de noyade. L'histoire de ce jeune héros qui veut faire le bien, mais qui n'est pas prêt, qui est trop petit pour cela. Voilà, donc c'est l'histoire d'amour entre ce frère et cette peut-être sœur. Je pense que c'est mon film le plus mal aimé, je pense, ça c'est sûr. Mais aucun de mes films a été
un succès à leur sortie. Ils sont tous cassés la gueule. En France, en tout cas. Seulement, je vois plus mes films, je les montre loin de chez moi, ou plus le temps passe, plus ils existent. La preuve, c'est qu'ils sortent ici, aux États-Unis. Ça fait 16 ans que j'ai fait le premier, il sort seulement aujourd'hui. Donc ça me fait pas plaisir, mais c'est pas plus grave que ça. Quand on voit ce qui marche, de toute façon, ça donne pas envie non plus. The Caribbean may offer visions of tropical leisure, but it also inspires great writing in French and other languages. In June 2000, the distinguished novelist and critic Maryse Condé convened a literary conference on her native island of Guadeloupe to award the first Prix des Amériques Insulaires et de la Guyane. Canapé was on the scene for the celebration of Caribbean writing. Alors, le prix, la première chose à dire, c'est que c'est un prix très ambitieux. Il répond en fait à 3 ambitions. Première ambition, nous avons refusé la balkanisation de la région Caraïbe, c'est-à-dire une sorte de morcellement qui est venu d'un héritage colonial. Ce sont les puissances coloniales qui ont divisé la Caraïbe en îles francophones, îles anglophones, îles hispanophones, et nous avons voulu rétablir une sorte d'unité profonde qui serait basée à la fois sur l'histoire, l'ethnicité, le peuplement, l'immigration. Donc nous avons une sorte de militantisme, nous a fait refuser de faire de ce prix un prix francophone comme d'autres, de faire de ce prix un prix qui serait uniquement dépendant de certaines îles, pour lui donner une sorte de vocation comme ça régionale et plurielle. Alors évidemment, pas de fétichisme de langue, liberté totale, ce sont des caractéristiques qui sont un peu novatrices, je crois, dans une région où on a trop tendance à définir des canons, définir des modèles, dire la littérature doit être ceci, doit être cela, ne doit pas être ceci, ne doit pas être cela. Nous, au contraire, nous avons voulu favoriser une sorte de pluralité d'expression et surtout, je répète le mot, il est important pour nous, liberté d'expression. Deuxième ambition très importante, il y a un débat maintenant qui est né de ce qu'on appelle la mondialisation et c'est le débat de comment définir un Caribéen. Il y a 50 ans à peu près, c'était facile. Un Caribéen était un homme ou une femme qui était né dans une île des Caraïbes, qui travaillait et probablement allait mourir. Les choses ont commencé à se compliquer très vite. Alors, il y a un type de Caribéen, comme moi par exemple, né, grandi dans une île des Antilles, mais travaillant, vivant, ayant toute son activité à l'extérieur du pays. Donc déjà, le paramètre est un peu différent. Un autre type d'Antillais, bien représenté par Carrie Philippe Edwige d'Antilca, des gens qui sont nés dans la région, mais qui ont quitté la région. Carrie, quand il avait 3 mois dans le bras de sa mère, Edwige, quand elle avait 12 ans, à côté de sa mère. Donc finalement, ce sont des gens qui étudient à l'extérieur, Carrie à Oxford, elle, Edwige, à Barnard. Ce sont des gens qui travaillent ailleurs et maintenant qui sont tout à fait intégrés à un ailleurs. J'ai parlé d'abord de la liberté de langue, maintenant je parle de la liberté même d'origine, de localisation. Il n'y a plus besoin de vivre à l'intérieur de l'archipel pour être un Caribéen et peut-être la littérature nous en donne la preuve. Les gens qui parlent d'ailleurs sont peut-être des gens aussi qui ont des prolongements très intéressants, très importants à nous donner sur la notion même que nous essayons de définir. Troisième ambition, encore plus compliquée, qu'est-ce que la littérature? Nous sommes en train de nous casser la tête, on est des écrivains, mais à l'intérieur de ce mot littérature, il y a une échelle de valeurs, il y a une hiérarchie, il y a des gens qui font des livres, tous les livres ne sont pas pareils, tous les livres n'ont pas le même statut. Donc le prix, vous voyez, est un prix extrêmement ambitieux. Le prix, et ça Amédée l'a dit, c'est un acte de foi.
dans une Guadeloupe qui est complètement déchirée, qui va à l'encan, il n'y a pas de politicien vraiment pour la guider. Je pense que se réunir pour parler de la littérature, pour faire un acte de foi dans la littérature, c'est beau et courageux. Peut-être que rien n'a plus de sens, mais au moins la littérature et le territoire auquel nous pouvons nous accrocher, et peut-être il peut nous donner des certitudes en ce qui concerne la vie et la façon d'appréhender notre avenir et déterminer notre futur. Donc ce prix ambitieux, plein d'énergie, et alors c'est assez intéressant parce que Amédée et moi, qu'est-ce qui peut être plus différent? Nous sommes l'un et l'autre à chaque bout du même continuum qui peut définir les envies. Et pourtant, nous avons la même foi et nous nous sommes trouvés rapprochés par ce prix. Painting and Paris were nearly synonymous in the first half of the 20th century. French and foreign artists lived, collaborated, fought, and above all, painted in a vortex of artistic imagination seldom equaled in the history of art. The Metropolitan Museum of Art in New York celebrates that epoch with an exhibit of more than 100 prime works by the masters of the School of Paris. Veteran curator William S. Lieberman talks to Canapé about why so many artists found inspiration in Paris. The exhibition Painters in Paris at the Metropolitan Museum is the third exhibition that traces recent acquisitions of the museum. And the first acquisition of a painting by an artist of the School of Paris was in 1947, and that was Gertrude Stein's portrait by Picasso, painted in 1906. Gertrude Stein, the American writer, died in 1946, and unknown to the museum, she left her painting to it. I'd say about more than 2/3 of the paintings on view are gifts, because our purchase funds are very, very limited. But the Metropolitan Museum has many friends, and they've been extremely generous. Early in the century, actually at the end of the 19th century, more and more foreign artists flocked to France, particularly to Paris, to study, to lead a bohemian and sometimes artistic life. The Nabis, with the exception of Vallotton, who was Swiss, were all French. The Fauve painters, with the exception of Van Dongen, were also all French. And the Fauve painting begins about 1905 and stops about 1907, 1908. By then you have Picasso coming. Picasso with Braque, his companion, were the two great proponents of Cubism. And it's really with Cubism that you have foreign artists working in tandem with the French. For instance, Braque, of course, was French, but Picasso was Spanish. Juan Gris was Spanish. World War II has ended. Paris is no longer occupied, but Paris is not completely free. It's difficult to get food, coffee, heat, sugar. And this is a painting done on Christmas for his wife by Dubuffet, and it's a portrait of a woman grinding coffee. Paris, 1946. You still have problems, no automobiles, dark, people looking from windows, anxious. Paris, immediately after the war, a daytime scene, a little happier, still no automobiles, but notice the women are wearing platform shoes. And of course you have your people walking here, and you have them walking in the Giacometti. Several artists refugied themselves in the United States during the war. Léger, The Great Divers, was painted
in New York City. Hélion went back to Paris and did this wonderful thing of newspaper readers. There also is a section devoted to paintings in Nice. You have Dufy and Matisse. There's an interesting Marquet of Algiers. Well, artists such as Soutine or Modigliani, an Italian, can be thought of really as expressionist artists. But if you think of Soutine, you must also think of Rouault, who is native French, and paintings by Rouault go in the same expressionist vein as do those of Soutine. Well, our most famous painting I've already mentioned, which is Picasso's portrait of Gertrude Stein. Of course, painted in the same year is another very, very famous portrait, and that's Matisse's portrait of the young sailor. The young sailor, incidentally, is a fisherman, not a sailor. Although the exhibition has been on only a few weeks, already over 500,000 people have seen it, which is really, to me, an extraordinary figure. And in conclusion, I can only quote Gertrude Stein herself when she was asked about painters in Paris and why so many foreigners came. And Gertrude Stein replied, "Paris was where the 20th century was." The death of realism has been vastly exaggerated. Case in point, Laurent Conté's first feature film, Human Resources, winner of prizes in Europe and at the Sundance Film Festival. Armed with a recent business degree, a young man takes a job in the Human Resources Department of a company where his father has been a worker for 30 years. Director Conté chats with Canapé about the art of capturing moral crises and class struggle in the lens of daily life. Bah ça y est, t'as quand même réussi à rentrer. Bah voilà ma machine. Tu positionnes ta pièce. Tu vois là-bas au fond, c'est la soudeuse. Alors là, t'as un écrou qui descend, qui se positionne tout seul. Tu poses ta pièce par-dessus. Et un gars bien entraîné sur cette machine, il fait 700 pièces à l'heure. Je sais que j'avais en tête l'histoire de ce père et de ce fils et de ce fossé qui se creuse entre eux et de cette honte que le fils éprouve face à la lâcheté de son père. Enfin, tout ça faisait partie de mes idées de départ. J'avais aussi envie de montrer une entreprise. Parce que en France, en tous les cas, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, l'entreprise devient un lieu de plus en plus fermé. Une sorte de boîte noire dans laquelle ceux qui n'ont rien à faire ne rentrent jamais. Alors, dis donc, t'es un sacré cachetier, toi. T'aurais pu quand même m'en parler des brillantes études de ton fils, là. Bon, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, monsieur. Dis donc, faut pas être modeste comme ça. Surtout que je veux bien t'admettre qu'il a du mérite dans cette opération, mais enfin, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Ah non, non, faut pas être modeste. Félicitations et sincèrement, bravo. Merci, monsieur Rouet. C'est bien. Bon, eh ben écoute, je te laisse à ton travail. Nous aussi, on a du travail. Hein? Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Allez, on y va. Moi, j'ai le sentiment que le personnage de Franck ne se sacrifie pas. Qu'il essaye toujours, effectivement, de faire plaisir au père, et ça, c'est... le problème, c'est que la volonté du père, c'est que son fils le trahisse. Et donc, Franck se trouve là pris dans une sorte de paradoxe affectif très dur à vivre. La volonté du père, c'est que le fils devienne le cadre qui va le licencier, quoi, grosso modo.
Qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles pas dans ses affaires quand même. Betty, c'est vous qui avez tapé cette lettre? Mais ça va pas. Éteins ce dossier. Ferme cet ordinateur. Attendez, laissez-moi lire, c'est grave. C'est une lettre à l'inspection du travail, vire 12 personnes. Il vire ton père? Mais il t'avait même pas prévenu? Non. J'ai toujours le sentiment que qu'il est très difficile de parler du film en dehors de l'axe justement très documentaire, quoi. Et que moi-même, quand j'en parle, je donne souvent l'image d'un film qui a quelque chose d'un peu austère. J'ai toujours envie de finir en disant que c'est quand même un film qui joue énormément sur l'émotion, que j'assume aussi bien la dimension documentaire que la dimension mélodramatique de la relation entre ce père et de ce fils, quoi. Et que ce qui m'intéresse, c'est justement la relation entre les deux registres, et qui est pas rare qu'effectivement les gens sortent de la salle en larmes et soient touchés d'abord émotionnellement avant de commencer à réfléchir aux propos plus politiques du film, quoi. Raï is the rage. Popular throughout France and Western Europe, Raï is an infectious, popular music that makes bodies move wherever it is played. On a recent tour of the United States, Faudel, known as the Little Prince of Raï, spoke to Canapé about the global power of a music born in Algeria and raised in France. Alors, je m'appelle Faudel, j'ai 22 ans, je suis chanteur. J'essaie de faire une musique un peu différente du raï. J'essaie de mixer plein de cultures, du flamenco avec du raï, de la salsa avec du raï, ainsi de suite. Voilà. I hope you brought your dancing shoes! Ladies and gentlemen, will you please welcome, for his first time here in the United States, one of the great superstars of raï music, ladies and gentlemen, Faudel! Moi je dis toujours qu'à l'heure actuelle, la capitale du raï, en Algérie, n'est plus à Oran, elle est à Paris. C'est formidable, c'est-à-dire qu'elle est là-bas parce que justement tous les chebs sont là-bas. Donc moi ce que je retrouve, c'est des chanteurs de raï là-bas, donc il y a plein de concerts, c'est formidable. Non, je pense pas qu'il y ait une différence entre eux et moi.
Et je pense que cette musique, je pense que le rail, il y a beaucoup de facilité à le marier avec d'autres styles de musique, je crois. Vous savez, le fameux duo Cheb Mami et Sting, c'est formidable. Donc les gens ils sont curieux. Moi je vois quand on a fait la balance, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette musique, qu'est-ce que c'est. Ils sont curieux, donc c'est formidable. Donc il faut y aller, quoi. Tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement de week, tellement de week, tellement de week. Formidable ce que je vis à 22 ans. C'est superbe de chanter à Central Park, d'exporter ce que je fais ici. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de musiciens et beaucoup de chanteurs de jouer ici à Central Park. C'est comme à Paris, à l'Olympia. C'est formidable, c'est superbe ce qui m'arrive. Ouais. Par contre, je m'y attendais pas du tout. J'ai vu à la télé, moi, Central Park, Summer Stage, etc. Mais là, me retrouver ici, faire un concert pour les New-Yorkais, non, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est formidable ce que je vis. شكرا